ce deuxième module cancer et nutrition. Nous nous étions vus en septembre dernier pour le premier module des formations. Aujourd'hui, nous allons aborder des situations cliniques avec nos experts. Je vais vous rappeler juste les modalités de ce webinaire. Donc, vous êtes en format webinaire avec micro et caméra coupés. Toutes les questions se posent dans l'onglet Conversation ou QR. Et je vous rappelle que l'intégralité de ce webinaire est enregistrée et sera disponible en replay d'ici une petite semaine. Je reste disponible dans la conversation pour toute question technique et je vais laisser la parole au professeur Schneider. Merci beaucoup Milena, bienvenue à toutes et à tous pour ce deuxième module. Donc, je suis Stéphane Schneider, je suis professeur de nutrition à Nice et on va parler après le premier module de situations pratiques. Donc, le premier module, c'était les basiques, les fondamentaux en termes de nutrition et cancer. Et là, l'idée aujourd'hui, c'est qu'on va reprendre ces fondamentaux dans des contextes particuliers de cas cliniques. 4 cas cliniques qui vont vous être présentés par des experts en la matière. Donc, d'abord par le docteur Alexandre Dréan, qui est hépatogastro-entérologue et docteur junior en nutrition, Madame Anne-Caroline Fleury, qui est diététicienne à Toulon, et Madame Isabelle Bénard, qui est diététicienne à Nice. Donc, toutes nos deux amies ont une compétence tout à fait reconnue en termes de nutrition et cancer. Et donc, on ne va pas perdre de temps et je passe la parole au docteur Alexandre Dréan. Bonne session. Donc, je vais vous parler Alexandre Dréan, interne, docteur junior, hépatogastro-entérologue, surspécialisé en nutrition, d'un cas clinique sur le cancer du pancréas, avec une vignette assez standard, un homme de 55 ans qui consulte pour une gêne abdominale. Alexandre, excuse-moi, il faut que tu fermes la petite boîte en bas masquée, parce que ça masque tes diapos. Voilà. Des selles graisseuses sans franche diarrhée, une perte de poids, une perte d'appétit, avec une fatigue importante qui évolue depuis 3 mois. Pour les antécédents de l'hypertension et une hypertrophie bénigne de prostate, une consommation d'alcool modérée, un tabagisme actif évalué à 35 paquets années. Sur le plan clinique, pas de fièvre, des constantes normales, une sensibilité abdominale, pas de masse abdominale palpée, et un poids de 62 kg pour 1,80 m, soit un indice de masse corporelle à 19 kg par mètre carré, pour un poids habituel de 70 kg, soit une perte de poids d'environ 11%. Donc si on s'arrête sur cette vignette clinique quelques instants, 2 grandes parties, une partie digestive où on pourrait mettre d'un côté la gêne abdominale, les selles graisseuses et la perte de poids, et de l'autre côté, une altération de l'état général qui est définie par les 3 A, asthénie, anorexie, amaigrissement. Un facteur de risque important, le tabagisme à 35 paquets années, qui lui est un facteur de risque authentique de cancer du pancréas. On peut rappeler que l'alcool, à proprement parler, n'est pas un facteur de risque majeur, mais c'est l'alcool qui entraîne la pancréatite chronique calcifiante qui, elle, est une maladie facteur de risque de cancer du pancréas. Pour ce qui est de ce tableau digestif, ça rentre dans la catégorie des causes de diarrhée, bien qu'on n'ait pas systématiquement la définition standardisée de la diarrhée, c'est-à-dire au moins 3 selles par jour ou une masse supérieure à 200-300 grammes par jour. Et on a différentes catégories de diarrhée chronique, dont celle dont on parle, c'est-à-dire des selles graisseuses, est appelée stéatorée. Stéatorée qui peut être reconnue par différentes questions un peu pointues, où on peut demander est-ce que notamment les selles ont tendance à tacher le papier lors de l'essuyage, ou est-ce que les selles flottent. Et dans ces syndromes malabsorptifs, 2 grandes origines, une origine dite malabsorptive à proprement parler, et la maldigestion. Donc la maldigestion, ça se passe dans la lumière du tube digestif, dans la lumière du grêle, où on n'arrive pas à digérer les aliments en nutriments absorbables, contrairement à la malabsorption, où c'est la cellule elle-même qui est malade, alors avec des causes entérocytaires ou des causes plus distales qui peuvent être au niveau lymphatique avec des maladies plus rares. Et donc dans les causes de maldigestion, plusieurs grands syndromes, plusieurs grandes maladies, l'insuffisance pancréatique exocrine notamment,
la cholestase intra-extra-hépatique. Je vous l'ai mis parce qu'on peut en parler particulièrement dans le cadre du cancer du pancréas, et la pullulation microbienne ou small intestinal bowel overgrowth, pour son nom anglais, ou SIBO, en opposition avec les maladies malabsorptives. Les bien connues maladies cœliaques et maladies de Crohn, on peut souligner que la rectocolite touchant exclusivement le côlon ne donne pas en théorie de malabsorption, et l'insuffisance intestinale chronique et le syndrome de Grelle-Cour, qui a plusieurs origines aujourd'hui, particulièrement les causes radiques et l'ischémie mésentérique. Donc, on va s'arrêter sur l'insuffisance pancréatique exocrine. Pour rester sur notre vignette clinique, on a parlé d'un deuxième point qui est l'altération de l'état général, sans les citer de façon générale. Les causes d'altération de l'état général sont très diverses, ont plusieurs origines, et donc ça en fait un symptôme qui n'est absolument pas spécifique, mais qui justifie d'aller plus loin dans nos examens complémentaires, notamment par une prise de sang et un scanner thoraco-abdominopelvien pour rechercher un cancer. Effectivement, ce scanner est réalisé. Ici, vous avez une coupe axiale d'un scanner abdominopelvien injecté ici au temps artériel, ou si on reprend à gauche sur l'image, vous avez le foie qui est évidemment à droite en anatomie, la vésicule biliaire, les reins, le tube digestif. On peut deviner un petit bout de duodénum ici et qui suit finalement le pancréas avec cette tache qu'on appelle hypodense au scanner, qui est caractéristique d'une lésion suspecte de la tête du pancréas qu'on appelle un adénocarcinome, qui en théorie devrait être confirmé en histologie. On peut voir ici une anatomie vasculaire qui est en fait l'artère mésentérique supérieure, que vous pouvez voir donc avec la flèche rouge pour la lésion suspecte et la flèche bleue pour l'artère mésentérique supérieure. Donc un dossier de cancer de la tête du pancréas. En anatomie, on retrouve ce que l'on vient de décrire, le foie, la vésicule biliaire, les voies biliaires avec le cholédoque, canal biliaire principal, et le pancréas ici qui vient s'enchasser dans ce qu'on appelle le duodénum, premier, deuxième, troisième duodénum et quatrième jusqu'à l'angle de traite. Et on a le canal pancréatique principal qu'on devine ici, et particulièrement au niveau de la tête du pancréas, nous avons la réunion de ces voies biliaires et de ces voies pancréatiques, où viennent se mêler les enzymes qui sont fabriquées par le pancréas d'une part, et les sels biliaires fabriqués par le foie et stockés dans la vésicule biliaire ici. Donc, quelques mots d'épidémiologie. Le cancer du pancréas, c'est essentiellement de l'adénocarcinome, 90%. C'est la deuxième cause de mortalité par cancer en Europe. Son incidence augmente chez l'homme et chez la femme, et le pronostic aujourd'hui, malgré nos thérapeutiques, reste sombre, avec une espérance de vie inférieure à 10% à 5 ans. Les présentations cliniques de ces diagnostics de cancer du pancréas, il y en a plusieurs. L'altération de l'état général qui est absolument pas spécifique et fréquemment tardif, donc plutôt de mauvais pronostics. On peut avoir un tableau de douleur abdominale plutôt localisé en épigastre avec une irradiation postérieure qui est témoin d'une authentique douleur pancréatique, mais qui signale dans ce cas l'envahissement du plexus cœliaque, qui lui aussi est plutôt un facteur de mauvais pronostic. Nous avons l'ictère qui lui est parfois précoce et qui est témoin d'une compression ou d'un envahissement de la voie biliaire par le cancer. On soulignera de façon très importante le diabète, deux présentations classiques, un patient déjà diabétique, typiquement de type 2, avec un diabète qui se décompense de façon brutale, sans cause évidente qui finalement révèle le cancer du pancréas, ou un authentique diabète inaugural, donc une découverte de diabète, avec un profil qui pourrait ne pas être de type 2, c'est-à-dire sans insulinorésistance, qu'on appellera non pas de type 3, mais plutôt secondaire en fait, à une atrophie de la glande pancréatique dans ce cas-là. D'autres tableaux de présentation, la pancréatite aiguë, vu que c'est un cancer du pancréas, les complications thromboemboliques, localisées ou distales, un tableau d'occlusion qui peut être un témoin soit d'une compression digestive haute, et donc peut-être plus précoce, soit d'une authentique carcinose péritonéale, une hémorragie digestive avec ce qu'on appelle la wirsungorragie, ou une hémorragie qui vient d'une abrasion du canal pancréatique principal par la tumeur, un tableau de diarrhée
par maldigestion, qui est finalement notre tableau ici, l'acide qui peut être retrouvé dans la carcinose péritonéale, la rare mais classique paniculite de Weber-Christian et d'éventuels tableaux plutôt psychiatriques. La prise en charge, pourquoi dire quelques mots? Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, elle va conditionner notre prise en charge nutritionnelle pour qu'on puisse s'adapter. Donc, soit nous avons une lésion qui est résécable, donc une chirurgie, classiquement la duodéno-pancréatectomie céphalique, et pour citer nos confrères chirurgiens viscéraux, il n'y a pas de petite chirurgie du pancréas, parce que la DPC n'est pas la seule chirurgie du pancréas dans ce cas-là. Un cas non résécable et ou éventuellement métastatique, donc bien plus avancé, où finalement le traitement standard restera la chimiothérapie, bien qu'il y a évidemment des cas où l'état général des malades ne le permet pas et on peut passer en soins de confort, et des états intermédiaires qui finalement sur le plan de la prise en charge sont d'autant plus compliqués. C'est des patients qui initialement ne relèvent pas d'une chirurgie, mais qui après un traitement néoadjuvants, classiquement de la chimiothérapie, peuvent relever dans un second temps d'une chirurgie. Qu'est-ce qui participe à la dénutrition chez ces malades? Alors une part de cholestase, qui sera ici extrahépatique, on l'a dit par compression de la voie biliaire, dont la prise en charge est réalisée par le gastro-entérologue, par une cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique, sphinctérotomie qui doit précéder la pose d'une prothèse. Pour rappel, la digestion des aliments passe par le passage des sels biliaires dans le duodénum qui vient se mélanger à nos excrétions pancréatiques, et une deuxième partie sur laquelle on va insister, qui est l'insuffisance pancréatique, donc de deux types, soit endocrine, on en a parlé, le diabète, soit exocrine, qui est celle qui va nous intéresser, ces deux tableaux participant à une maldigestion à l'origine d'une dénutrition, et qui en tout cas participent à la dénutrition. Donc, les recommandations diagnostiques que vous connaissez bien, sur lesquelles je n'insisterai pas. Chez ce malade, nous n'avons pas le critère en termes d'IMC, nous n'avons pas d'évaluation de la masse musculaire ou de la fonction musculaire. En revanche, nous avons pour le critère phénotypique une perte de poids supérieure à 10%, avec une situation ici d'agression qui est le cancer, couplée à une situation de malabsorption qui est la complication du cancer. Donc, un critère phénotypique et au moins deux critères étiologiques. Pour rappel, la dénutrition, elle est évidemment présente chez les patients très dénutris avec une grande amyotrophie, mais elle peut aujourd'hui et de plus en plus fréquemment être retrouvée chez nos patients en surpoids ou obèses, et donc elle doit faire rechercher ces critères, même si les patients rentrent dans cette catégorie, sachant que c'est probablement un facteur de mauvais pronostic d'être à la fois obèse et dénutri pour plusieurs raisons. Pour ce qui est des cadres nosologiques, une fois qu'on parle de dénutrition et qu'on l'a diagnostiquée, vous avez plusieurs catégories. Soit elle est associée à une inflammation, par exemple une inflammation aiguë, et à ce moment-là, on peut citer quelques exemples, la pancréatite aiguë, on prend en charge cette cause, soit une cause chronique couplée à de l'inflammation dont l'origine qui aboutira à une cachexie avec, on peut le citer ici, celui qui nous intéresse, le cancer, soit une cause de dénutrition sans inflammation, par exemple, on pourrait citer la maladie cœliaque, et enfin les causes sans maladie authentique sous-jacente, avec soit une origine, on va dire, psychologico-psychiatrique, par exemple les troubles du comportement alimentaire, ou la difficulté d'accès à l'alimentation, par exemple, dans les pays en voie de développement. Donc chez notre malade, évidemment, on rentre dans la case du cancer, un patient qui est cachectique avec de l'inflammation sous-jacente. Pour ce qui est des critères de sévérité, il n'y a aucun critère de sévérité en termes de perte de poids, étant donné qu'il y a une perte de poids supérieure à 10%, mais en moins de 6 mois, on avait dit 3 mois. L'IMC étant à 18, il n'y a pas les critères de sévérité en termes d'IMC. Donc ici, je ne vous ai pas donné les valeurs, mais on sans doute cancer, inflammation, cachexie, syndrome inflammatoire, l'albumine, pour rappel, n'étant pas
ne faisant pas partie du diagnostic de la dénutrition, participent en revanche au diagnostic de la sévérité de la dénutrition, qui ici sera très certainement bien inférieur à 30. Pour ce qui est de la prise en charge, encore une figure que vous connaissez bien, on a donc une dénutrition sévère avec un malade qui, jusqu'à preuve du contraire, a un tube digestif fonctionnel. Et donc, ce qui va nous intéresser, c'est une prise en charge par nutrition entérale, dont on pourra discuter de la sonde nasale ou de la gastrojéjunostomie, probablement en première intention, une alimentation entérale par nutrition sur sonde nasale. Donc nos grandes causes, on les a citées, juste un rappel et on revient sur l'insuffisance pancréatique exocrine en détail. Donc l'insuffisance pancréatique exocrine, son diagnostic se fait par une molécule qui est une enzyme, qui est l'élastase fécale, sur un prélèvement de sel, sur un échantillon unique, et dès qu'on le suspecte, on fait ce dosage, on pourrait commencer le traitement de cette insuffisance pancréatique exocrine sans attendre les résultats, puisque le dosage n'est pas modifié par nos enzymes pancréatiques. Quand je parle d'enzymes pancréatiques, je sous-entends notamment des molécules comme le créon ou le robiol. Les valeurs de diagnostic sont inférieures à 200 microgrammes par gramme de sel, et c'est ce qui permet de confirmer l'insuffisance pancréatique exocrine. On pourrait citer que dans ces recommandations, certaines sociétés savantes, mais ce n'est pas consensuel, recommandent une substitution d'emblée sans attendre les résultats, typiquement dans le cancer du pancréas ou la chirurgie pancréatique. Donc nos enzymes pancréatiques, on voit qu'il y a une capsule qui, elle, est dégradée normalement dans l'estomac à pH acide en quelques minutes, et à l'intérieur, on devine nos microgranules d'enzymes pancréatiques qui sont constitués de lipases, mais pas que, d'autres enzymes qui, elles, sont activées à pH plus basique en une demi-heure à 60 minutes. Donc, en termes d'efficacité de nos traitements, de nos extraits pancréatiques, c'est démontré sur les symptômes digestifs, la stéatorée et l'état nutritionnel. Ça améliore notamment la qualité de vie, mais également la survie de nos patients qui ont un cancer du pancréas. Comme on l'a dit, c'est composé de lipases, mais pas que, d'amylase et de protéases, de microgranules gastro-résistants avec des microgranules pH dépendants qui s'activent avec un pH supérieur à 5 plutôt dans le duodénum. C'est à prendre à chaque prise alimentaire qui contient des lipides ou des protéines, idéalement au milieu ou à la fin du repas, mais pas au début. On pourrait également les prendre lors de la prise de vitamines liposolubles, on pense à la vitamine D, pour les rappeler A, D, E et K. La posologie va de 40 à 50 000 unités par repas. On pourrait dire la moitié de la dose, donc 20 à 25 000 unités lors des collations, par exemple lors des compléments nutritionnels. Des doses différentes chez l'enfant en fonction de la masse corporelle, avec des distinctions entre les enfants de moins de 4 ans et de plus de 4 ans. On pourrait augmenter d'emblée les doses chez les patients qui ont une mucoviscidose, une maladie génétique qui touche les transporteurs avec une atteinte pancréatique, et également dans le cadre du cancer, ici du pancréas, sans dépasser les 250 000 unités par jour, qui est certainement un chiffre clé à retenir. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas dépasser 250 000 unités par jour? C'est basé sur certaines études qui montraient en fait une fibrose colique à des doses bien plus élevées, 20 000 unités par kilo par jour, dans certains cas. Donc ces microgranules libres, donc qu'est-ce que c'est que le microgranule libre? C'est le fait de prendre notre comprimé d'enzymes pancréatiques, de l'ouvrir et de garder seulement les microgranules qu'il y a à l'intérieur. Ça peut être recommandé de prendre ces microgranules dans certaines situations, notamment la nutrition entérale, en cas de chirurgie digestive haute, particulièrement la chirurgie pancréatique ou la chirurgie de l'estomac, donc gastrectomie, idéalement à prendre avec un liquide de pH acide, par exemple un jus d'orange qui a un pH qui avoisine les 3. Idéalement, ne pas enrichir trop en fibres l'alimentation parce que les fibres pourraient diminuer l'efficacité de nos extraits pancréatiques.
Surtout, ne pas mettre de régime pauvre en graisse puisque nos enzymes pancréatiques servent à absorber ces graisses. Et on pourrait utiliser de façon anecdotique les triglycérides à chaîne moyenne. Donc, qu'est-ce qu'il faut garder finalement comme take-home message de cette présentation? Dans le cadre du cancer, particulièrement ici de la tête du pancréas, on pourrait avoir deux causes, la cholestase extrahépatique et particulièrement l'insuffisance pancréatique exocrine, en cause de maldigestion qui favorise et amplifie cette dénutrition. On le rappelle et on insiste dessus, le diabète comme complication du cancer du pancréas, mais également comme signe révélateur du cancer du pancréas. Cette maldigestion couplée à l'hypercatabolisme et l'inflammation du cancer à l'origine d'une cachexie qui nous donne notre dénutrition qui nous intéresse, une prise en charge qui est importante à prendre en compte entre une prise en charge chirurgicale, la chimiothérapie, parfois les deux dans le projet thérapeutique ou les soins de confort. L'insuffisance pancréatique exocrine dont le diagnostic est fait par un prélèvement de sel. On peut, encore une fois, commencer le traitement avant de faire ce prélèvement de sel. Et ce traitement consiste en des extraits pancréatiques qui sont pris à chaque repas sans dépasser 250 000 unités et à prendre également avec tout ce qui est liposoluble, notamment complément en cas vitamine ici. Et je vous remercie pour votre attention. Docteur Dréan, merci infiniment pour cette présentation très claire, très riche. Alors, je sais que vous avez une consultation. Pour le moment, pas de questions. Si les questions remontent, on vous enverra un petit message pour peut-être y répondre ou éventuellement le professeur Schneider également. Donc, un grand merci pour cette présentation. Est-ce que Isabelle Bénard ou Anne-Caroline Fleury, est-ce que vous avez une question sur cette présentation avant de passer la parole à Isabelle Bénard pour la prochaine présentation? Non, mais un grand merci pour cette clarification sur les enzymes pancréatiques et leur mode d'emploi. Avec plaisir. Alors, peut-être que moi, je vais rebondir une auto-question. J'ai réalisé qu'il y a peut-être un point qui est passé à la trappe. Dans l'ordre diagnostique, on dit normalement insuffisance pancréatique, enzyme pancréatique, évaluation de l'observance donc de la bonne prise alimentaire et de la prise tout court, et surtout sur des critères objectifs, c'est-à-dire la reprise de poids et la diminution, l'amélioration, voire l'absence de symptômes digestifs de malabsorption. Si ça ne marche pas, on peut donc augmenter les doses en première intention, on l'a dit, sans dépasser de 250 000 unités. Et enfin, en deuxième intention, peuvent être ajoutés un traitement que vous connaissez sans doute bien, les inhibiteurs de la pompe à protons, par exemple l'ésoméprazole ou l'ésoméprazole, dont le but est d'augmenter, en fait de diminuer la sécrétion de protons par l'estomac et donc d'augmenter le pH et donc de stimuler l'efficacité, en fait l'activation de ces enzymes pancréatiques plus tôt. Et en dernière intention, si rien ne marche, il faut absolument se reposer la question sur les causes de malabsorption, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas un diagnostic supplémentaire, une autre origine à un authentique syndrome de malabsorption. Isabelle Bénard, merci, merci Dr Dréan. Isabelle Bénard, est-ce que vous voulez démarrer votre présentation sur un cas clinique de cancer digestif, un cas complexe? Je prends la parole pour vous présenter le cas d'une dame que l'on suit depuis 2015 pour une gastrectomie totale sur un cancer de l'estomac. Donc, j'ai trouvé le cas intéressant car on va aborder les différentes prises en charge nutritionnelles au cours de ces longues années et avec l'évolution des recommandations qui ont évolué dans le temps. Donc, il s'agit de Madame V qui a 64 ans, qui a consulté au départ les chirurgiens pour un ulcère gastrique difficile à cicatriser et pour lequel il a été découvert une tumeur maligne de l'estomac.
Donc à cette époque-là, elle faisait 72 kg pour 1,69 m. Son poids de forme étant de 64 kg, elle avait pris beaucoup de poids suite à la ménopause. Son appétit était normal, mais il était quand même gêné par des douleurs gastriques. Dans ses antécédents, donc, on voit un diabète de type 2 traité par des antidiabétiques oraux, une hypercholestérolémie et elle était tabagie. Elle fumait elle fumait beaucoup et elle avait déclaré une BPCO. Donc, elle a un IMC à 25 kg par mètre carré et donc, suite à la réunion de concertation pluridisciplinaire, son programme de personnalisé de soins a été acté avec 6 cycles de chimiothérapie préopératoire, donc la chimio Folfox, puis une chirurgie et suivi d'une radiochimiothérapie. Donc, quelle est pour vous la prise en charge qui va être initiée? Donc, je vous laisse peut-être réfléchir quelques secondes. Donc, dans le cas de cette personne, la dame n'est pas dénutrie, puisque ses ingestats sont plus ou moins conservés. Donc, la prise en charge qui va être faite va être celle-ci. Dans le cadre d'une chimiothérapie curative, lorsque les patients ne présentent pas de dénutrition, donc on n'est pas censé donner de conseils diététiques systématiques et la nutrition artificielle n'est pas recommandée. Si la dénutrition est présente ou si l'échelle visuelle analogique dont on a parlé la dernière fois est inférieure à 7, il est recommandé de donner des conseils diététiques plus ou moins associés à des compléments nutritionnels oraux. Une nutrition artificielle peut être proposée au cas par cas et donc la nutrition artificielle entérale est privilégiée par rapport à la nutrition parentérale. Les recommandations concernant les apports protéino-énergétiques en oncologie médicale, c'est-à-dire dans le cadre de la chimiothérapie, nous devons apporter 30 à 35 kilocalories par kilo de poids et par jour et jusqu'à 1,2 à 1,5 g de protéines par kilo et par jour. Donc, dans le cas de Madame V, qu'est-ce qui a été fait? Donc, pas de dénutrition constatée comme nous l'avons dit, mais à l'évaluation des ingestats, nous avons constaté que les apports étaient quand même un peu diminués à cause de ces douleurs. Donc, nous avons pris le parti de lui donner des conseils d'enrichissement et de fractionnement. Nous avons réabordé avec la patiente les effets secondaires de la chimiothérapie qui ont déjà été expliqués par une infirmière d'annonce, mais il est bon, je pense, pour nous, diététiciens, d'insister sur ces effets secondaires qui peuvent avoir une conséquence sur l'appétit et les ingestats des patients. Donc, dans le cadre de la chimiothérapie Folfox, si vous connaissez le domaine des chimiothérapies, les effets secondaires les plus fréquents, ça va être des nausées, plus ou moins des vomissements, un goût modifié. En l'occurrence, l'oxaliplatine va leur donner un goût métallique. Donc, les patients vont également être fatigués. Ils risquent d'avoir des troubles du transit à type de diarrhée. Donc, il est de bon ton de donner des conseils adaptés en fonction de ces effets secondaires. Il est important de leur préciser que les traitements pour les effets secondaires doivent être pris de façon rigoureuse pour atténuer ces effets secondaires. Voilà, donc après les conseils d'enrichissement, c'est concentrer les calories sous de faibles volumes, fractionner. Donc, dans le cas de cette dame, c'est tout à fait intéressant d'insister déjà sur le fractionnement. Au vu de la chirurgie qu'elle va avoir par la suite, elle commence à s'habituer à son nouveau mode d'alimentation. Donc, nous donnons un livret de conseils diététiques pour que les patients puissent relire tous les conseils que l'on peut leur donner. Et ce qui est important, c'est d'assurer un suivi régulier de ces patients parce que les effets secondaires vont être variables selon les cures et il est bien d'encourager les patients à ne pas perdre de poids
et d'adapter l'alimentation en fonction des effets secondaires qu'ils peuvent présenter. Donc, dans le cas de cette dame, la chimio a duré 3 mois, elle a été très bien tolérée. Elle a perdu quelques kilos avec les petits effets secondaires qu'elle a présentés. Donc, les conseils diététiques, elle était très rigoureuse puisqu'elle a essayé d'appliquer au maximum les conseils d'enrichissement et de fractionnement. Nous lui avons proposé quelques compléments quand c'était nécessaire. Donc, arrive le mois de juillet où là, elle rencontre l'anesthésiste, le chirurgien et précédé par la consultation avec l'oncologue en vue de la chirurgie. Donc, elle a très bien toléré la chimio et vous voyez, elle n'a perdu que 3 kilos. Donc, quelle prise en charge nutritionnelle dans le cadre de ce projet de chirurgie? Donc, je ne peux malheureusement pas voir les questions que vous pouvez poser puisque je suis en plein écran. Donc, quelle prise en charge? Ça va être l'immunonutrition. Donc, je vous présente ici les recommandations de l'époque, les recommandations de la Société francophone de nutrition clinique et métabolique. À cette époque-là, l'immunonutrition, donc on parle de l'oral impact, était recommandée, quel que soit l'état nutritionnel du patient. L'oral impact devait être proposé en préopératoire d'une chirurgie digestive oncologique programmée ou à risque, et ceci donc pendant 5 à 7 jours avant l'intervention. Et en post-opératoire, l'oral impact devait être prescrit uniquement lorsque le patient était dénutri. Donc, il devait compléter une alimentation orale et qui permette de couvrir les besoins nutritionnels du patient. Et en cas de patient non dénutri, il n'était pas utile de continuer avec l'oral impact. Donc, voici les effets positifs de l'immunonutrition. L'oral impact préopératoire permettait donc de façon significative de diminuer les complications post-opératoires et diminuer également la durée d'hospitalisation des patients. Donc ça, c'est une étude parmi tant d'autres. Donc, à côté de l'immunonutrition, il fallait évaluer aussi l'état nutritionnel du patient. Donc là, je vous ai mis la diapo du plan personnalisé de soins d'une chirurgie à faible morbidité. Donc, Anne-Caroline vous parlera un peu plus tard du cancer du sein. Donc ici, pour cette dame, elle ne concerne pas notre patiente, puisque Madame V, on peut la considérer comme donc une chirurgie à morbidité élevée, puisqu'il y a une gastrectomie, je suis désolée, une gastrectomie à morbidité élevée. Donc, la patiente présente un grade nutritionnel de grade 2, donc patient non dénutri, mais avec un facteur une chirurgie risque élevé de morbidité. Donc, un petit aparté pour l'évolution des recommandations. À l'heure actuelle, donc l'oral impact présente de nouvelles recommandations, puisque le bénéfice du patient, du produit a changé en fonction des études cliniques et des méta-analyses qui ont été faites à ce propos. Donc, à l'heure actuelle, l'oral impact doit être proposé, quel que soit l'état nutritionnel des patients, uniquement chez les patients adultes ayant une chirurgie colorectale carcinologique, donc quel que soit l'état nutritionnel. Et l'oral impact doit être recommandé en nutrition post-opératoire des patients dénutris adultes ayant une chirurgie digestive carcinologique. Voilà. Donc, le niveau de preuve dans les autres cas, le niveau de preuve entre l'oral impact et les compléments nutritionnels oraux n'ont pas été démontrés. Par exemple, dans les DPC, les œsophagectomies, donc il n'y a pas de niveau de preuve différent entre les deux produits. Voilà.
Donc, la prise en charge nutritionnelle qui a été réalisée chez cette patiente, donc on a proposé l'Oral Impact, 3 briquettes par jour, à donner après chaque repas 7 jours précédant la chirurgie, donc, ce qui permet un apport de 1000 calories supplémentaires par jour, avec 54 grammes de protéines, presque 4 grammes 3 d'acides gras oméga 3 et d'arginine. Donc, elle devait être faite, la prescription devait être faite sur ordonnance d'exception et c'est toujours le cas. Donc, début août, on arrive à l'intervention. Donc, Madame V subit une gastrectomie totale et les chirurgiens en profitent pour enlever la vésicule biliaire. Donc, quelle prise en charge post-opératoire? Donc, rien de particulier à l'époque. Hein, donc, on reprend progressivement l'alimentation post-opératoire avec les conseils pour les gastrectomies totales. Hein, texture moulinée pendant quelques jours, puis après la plus normale possible, concentrée en calories, tout en tenant compte du dumping syndrome, des hypo-hyperglycémies, etc. Donc, les conseils de sortie, c'est le fractionnement plus, la supplémentation en vitamines et en certains électrolytes. Donc, le poids à la sortie, la dame a perdu elle a perdu 5 kilos. Il y a un début de dénutrition modérée. Et donc, nous décidons de poursuivre l'Oral Impact en post-opératoire pendant 15 jours. Donc, 15 jours après, la patiente se présente à la consultation. Elle a plus ou moins maintenu le poids depuis la chirurgie. Son appétit est variable. Elle applique au maximum les conseils d'enrichissement. On décide d'arrêter l'Oral Impact et de poursuivre avec des compléments nutritionnels oraux standards. Donc, la RCP a décidé de reprendre une chimiothérapie pendant 2 mois, associée avec une radiothérapie concomitante. Donc, qui a lieu sur un autre site. Donc, c'est vrai qu'on perd un peu de vue la patiente pendant 2-3 mois. Et là, la prochaine consultation, patatras, elle tombe. Enfin, elle présente beaucoup d'effets secondaires de la radiothérapie, en fait, avec des mucites, dysphagie, anorexie. Et elle a perdu énormément de poids, plus de 10 kilos en 3 mois. Donc, quelle est la prise en charge nutritionnelle que nous proposons? Donc là, sur l'arbre décisionnel, on voit que la patiente est dénutrie sévère. Donc là, on va lui proposer un support nutritionnel. A priori, le tube digestif reste fonctionnel. Donc, nous lui proposons une nutrition entérale par sonde nasogastrique. Donc, nous l'hospitalisons dans le service. Donc, elle a chuté, hein, elle a perdu 10 kilos depuis la chirurgie, l'albuminémie a diminué, donc dénutrition sévère. Donc, nous lui proposons la sonde et malheureusement, il y a un échec de la pause. Mauvaise tolérance sur le plan psychologique. En fait, elle se rend compte qu'elle ne va pas supporter le regard des autres. Elle est également gênée aussi par par la sonde au niveau de la gorge. Donc, on laisse un peu tomber l'idée de la nutrition entérale. Je voulais juste préciser à ce niveau-là que lorsqu'on propose un support nutritionnel, il est très important d'aborder la sonde nasogastrique de façon la plus diplomatique et agréable possible, qui va permettre d'améliorer l'acceptabilité de la sonde par le patient. Donc, il faut vraiment les préparer à cette pose de la sonde, bien leur expliquer comment poser cette sonde et surtout expliquer l'intérêt de ce support nutritionnel, de leur dire que, moi c'est ce que j'essaie de leur dire, c'est que c'est compliqué pour eux de manger, donc la nutrition entérale avec sonde, ça va leur permettre d'avoir un support nutritionnel qui va leur permettre de maintenir le poids et que l'alimentation orale deviendra une alimentation plaisir sans avoir à se forcer et souvent ça marche, voilà. Donc bien expliquer l'intérêt de la pose de la sonde et comment se fait la pose de la sonde. Donc, la dame souhaite passer les fêtes en famille, hein, on est à la fin de l'année. Nous programmons une pause de PICC line, nous réitérons les conseils diététiques et
et donc on la revoit donc après les fêtes. Elle a maintenu son poids, donc nous lui posons un PICC line et nous allons débuter une nutrition parentérale. Alors, plusieurs choses concernant la nutrition parentérale en chimiothérapie. Là, vous voyez, nous proposons une pose de PICC line. L'objectif, c'est, donc cette dame, elle a déjà un DVI qui était utilisé pour la chimio. Donc, dans nos pratiques à nous, hein, au CHU de Nice, les médecins souhaitent préserver le DVI pour la chimiothérapie. Donc, nous avons tendance à proposer un deuxième abord, par le biais du PICC line, et ce PICC line est, si possible, dédié à la nutrition entérale. Et puis, les soins sont plus faciles à faire et plus faciles à enlever. Enfin, le PICC line est plus facile à enlever s'il y a une infection qui se présente. Donc, nous instaurons progressivement la nutrition parentérale. Nous la débutons à 500 ml d'Onimel. Auparavant, et bien évidemment, on a fait un bilan biologique pour vérifier les ions phosphore, magnésium et phosphore. Et donc, nous débutons cette nutrition en nocturne pour que la dame puisse avoir une vie la plus normale possible dans la journée, avec l'utilisation d'une pompe à palier, donc qui va permettre de régler le débit et d'augmenter progressivement et de diminuer progressivement le débit en début et fin de passage, ceci afin d'éviter les pics d'hypo et d'hyperglycémie. Donc, il est nécessaire d'associer à la nutrition entérale une surveillance des dextros et de mettre en place un protocole insuline si nécessaire. Et de l'augmentation progressive se fait tous les 2 jours, en moyenne de 500 ml, avec une surveillance biologique après chaque augmentation de la nutrition parentérale. Et je vous pose la question, pourquoi fait-on cela? Nous devons éviter quoi en appliquant cette augmentation progressive de la nutrition entérale? Donc, vous le savez tous, c'est pour éviter le syndrome de renutrition inappropriée, donc qui va se présenter chez les patients qui sont dénutris sévères. Pour la petite histoire et pour la grande histoire, le syndrome de renutrition inappropriée a été découvert suite à la Deuxième Guerre mondiale. Les prisonniers qui ont été enfermés dans des camps de concentration, à leur sortie, ils ont eu de l'alimentation en abondance. Et suite à une période de famine, de restriction, de carence, donc beaucoup de ces patients sont décédés grâce à l'abondance de cette alimentation. Donc ça s'explique comment? Il s'est passé que donc il y a eu un mouvement d'ions de phosphore, magnésium et potassium du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire. Ces ions ont été entraînés avec le glucose, et avec la sécrétion d'insuline, les conséquences peuvent entraîner des troubles du rythme cardiaque, une rétention hydrosodée, d'où l'apparition d'œdème inférieur, des membres inférieurs ou autres, une acidose métabolique, etc. Donc bon, c'est simplifié ce que je vous ai dit. Je ne suis pas médecin, je suis diététicienne, mais je pense que ça explique bien les conséquences d'une renutrition inappropriée. Et donc, vous avez des documents faits par l'OncoPACA ou par la SFNCM qui expliquent bien ce syndrome de renutrition inappropriée et la nécessité de surveiller ces ions, en particulier phosphore, potassium et magnésium, au cours de la renutrition des patients. Donc, les bonnes pratiques de la nutrition parentérale, donc comme je vous ai expliqué, on peut utiliser plusieurs voies d'abord, le KT nutritionnel, le DVI ou le PICC line. En aucun cas, on utilise de voie périphérique, les veines ne tiennent pas sous la concentration des produits de nutrition. Les complications donc, sont détaillées. Donc, on essaye d'utiliser une nutrition cyclique pour laisser le patient libre dans la journée. Il ne faut quand même pas aller trop vite dans le débit pour une bonne tolérance.
Donc, les produits utilisés, je ne vais pas détailler, mais vous les connaissez. Ils contiennent uniquement les 3 nutriments, protéines, lipides, enfin, acides aminés, lipides et glucose. Donc, il faut impérativement associer à ces poches de nutrition industrielle des électrolytes, nutriels, cernévites, oligoéléments, vitamines, excepté dans les poches à façon qui sont faites dans les pharmacies où, dans ces cas-là, tout est intégré dans la poche. Donc, la surveillance, évidemment, est rigoureuse et ce qui doit être extrêmement rigoureux, c'est les gestes de branchement et de débranchement et les gestes d'asepsie faits au cours de ces branchements et débranchements pour éviter le risque majeur d'infection du PICC-Line ou du DVI si on l'utilise ou du KT. Donc, pour cette dame, la renutrition s'est bien passée, pas de syndrome de renutrition inappropriée grâce à l'évolution lente de la renutrition. Elle est sortie au domicile avec une nutrition parentérale. Comme elle mangeait à côté, donc on n'a pas optimisé la nutrition parentérale, on l'a adaptée en fonction des ingestats. Elle est sortie avec sa pompe et elle était suivie régulièrement par un prestataire de service. Au bout de 3 mois, écoutez, après une pause thérapeutique, elle a bien repris du poids. Son objectif étant 60, on garde un peu la nutrition, mais on décide de la passer à 5 jours sur 7 pour la libérer un peu le week-end. Ensuite, on s'aperçoit que les ingestats s'améliorent. On décide de stopper la nutrition. Elle reprend des compléments. Elle fait de l'exercice physique pour améliorer sa masse musculaire. Et on continue dans le suivi 2016. Le poids se maintient, 54, 58, on la voit régulièrement. Il lui reste des séquelles de la radiothérapie. Et puis apparaît une stéatorée. Elle présente une insuffisance pancréatique exocrine due au geste. Il y a un manque de coordination entre le... voilà, il y a une apparition de, je détaille pas, une apparition de stéatorée et elle perd 2 kilos. Donc là, le médecin lui prescrit des extraits pancréatiques et elle a une amélioration des selles. En 2019, elle présente un nodule pulmonaire qui est traité par cybernage, mais sur le plan nutritionnel, ça n'a aucune incidence. Donc, elle revient un peu plus tard et là, réapparition de diarrhée motrice et perte de poids un peu plus conséquente. Elle est passée des 50 à 48,5. On réitère les conseils diététiques, on essaie de nouveaux compléments. Le médecin avait demandé la mesure de l'élastase, mais la patiente ne l'a pas fait, car ces diarrhées ont été améliorées par la prise d'un Imodium. Comme l'a expliqué le docteur Alexandre Dréan tout à l'heure, c'est peut-être pas si elle a une insuffisance pancréatique exocrine, ça n'est pas suffisant. Donc en avril, elle fait la mesure de l'élastase et là, le diagnostic tombe vraiment, elle a cette fameuse insuffisance pancréatique exocrine. Donc là, le médecin réintroduit les extraits pancréatiques et lui dit de prendre 1 à 2 gélules ouvertes au milieu des repas. Donc, ce que n'a pas dit le docteur Dréan, c'est que là, dans le cadre de la gastrectomie totale, elle n'a plus d'estomac, donc elle n'a plus le pH acide. Donc, elle ne peut plus, elle est obligée d'enlever la capsule puisqu'elle n'est plus digérée. Donc, lorsqu'il n'y a plus d'estomac, il faut recommander aux patients d'ouvrir les gélules et d'utiliser ces Eurobiol ou le crayon au milieu des repas avec les aliments. Et fin juin 2024, la patiente m'appelle car elle continue à perdre du poids. Et donc, elle me dit qu'elle est vraiment très faible, elle est exténuée, qu'elle essaye de manger, elle fait beaucoup d'efforts, mais elle n'y arrive pas. Donc, en l'interrogeant, je m'aperçois qu'elle prend très mal ses gélules, puisque le médecin avait prescrit 1 ou 2 gélules par repas, elle prenait 1 ou 2 gélules par jour. Et comme ça ne marchait pas, elle a décidé d'arrêter les extraits pancréatiques et de se priver de graisse. Donc, le résultat est catastrophique. Donc, quelle prise en charge nutritionnelle? Donc là, la patiente est dénutrie. On va lui proposer une nutrition entérale, puisque le tube digestif est fonctionnel. Du moment qu'elle prend les extraits pancréatiques, il n'y a pas de raison
qu'elle malabsorbe. Donc, on lui propose la nutrition entérale. En attendant l'hospitalisation, donc elle réajuste son traitement d'extrait pancréatique. Elle accepte immédiatement la sonde parce qu'elle se rend bien compte qu'elle ne s'en sortira pas. Et en juillet 2024, elle est hospitalisée pour initiation d'un support nutritionnel entéral. Quelles sont les bonnes pratiques de la nutrition entérale? Donc on va aller vite parce que vous les connaissez. Donc, on décide de poser une sonde nasogastrique pour vérifier pour vérifier qu'elle supporte bien la nutrition entérale. Donc, on lui met une sonde nasogastrique de Charrière 8, la plus fine possible, pour qu'elle soit le mieux acceptée. Donc, on fait le contrôle rendu, on augmente progressivement les apports nutritifs pour éviter le SRI, puisque là, elle est vraiment très dénutrie sévère. Donc, les complications, risque de diarrhée, donc vous les connaissez, la position semi-assise pendant le branchement, la nuit, donc nutrition cyclique nocturne pour que dans la journée, elle puisse garder une autonomie et une surveillance. Donc, cette dame, elle est assez jeune et très motivée, donc on l'éduque pour qu'elle puisse se brancher seule et être autonome avec sa nutrition entérale à domicile. Donc, c'est ce qu'on arrive à faire. Donc, la renutrition, bilan biologique, je n'y reviens pas, avec les lésions à surveiller. On augmente progressivement et l'objectif est atteint avec 1 litre de Nutrisant Énergie Protéines Plus, soit 1500 calories, puisqu'elle s'alimente par ailleurs. Donc, la patiente sort avec un prestataire et vous voyez que depuis 2-3 mois, elle a bien repris du poids. Donc, je l'ai appelée hier pour prendre de ses nouvelles et pour vous dire comment elle se porte. Donc, suite à la nutrition entérale, elle s'est rendue compte que lorsqu'on passait la nutrition entérale à 5 jours sur 7, elle repère toujours un peu de poids le week-end. Elle est gênée par la sonde, donc très rapidement, on lui a proposé une jéjunostomie périendoscopique, donc qui lui a été posée et qu'elle supporte très bien. Donc, aux dernières nouvelles, elle a très bon moral. Elle reprend du poids. Son objectif, c'est de dépasser les 55 kilos, voire un peu plus si elle peut. Elle est consciente qu'elle ne peut pas arrêter sa nutrition entérale et elle est repassée à 7 jours sur 7 parce qu'elle ne supporte pas de perdre 800 grammes dans le week-end. Et donc là, elle demande à ce qu'on lui pose un bouton de JPE parce que la gastrostomie, la jéjunostomie la gêne un peu. Donc, c'est prévu début décembre. Voilà, et la patiente est très contente de ce support nutritionnel. Donc, en conclusion, ce que je voulais dire, c'est que ce cas clinique est intéressant car il a abordé toutes les étapes d'une prise en charge de cancer gastrique, chirurgie, radiochimiothérapie, suivi au long cours, avec les différents supports nutritionnels que nous avons à notre disposition. En tant que diététicienne, je voulais insister sur le fait qu'il y a la théorie et la pratique, et qu'il est important d'allier les recommandations scientifiques aux desiderata du patient, sans perdre trop de temps, parce que vous voyez, sur les 15 ans, c'est vrai que on peut se rendre compte, la patiente, elle est partie à 72 kg, elle arrive à 55 kg. Elle a eu beaucoup d'étapes dans son parcours médical, mais il a fallu tenir compte de ses souhaits. Il a fallu tenir compte que les consultations sont quand même assez espacées, donc on n'a pas une vue rigoureuse de ce qui se passe au domicile. Et il ne faut surtout pas proposer des traitements qui pourraient dégrader leur qualité de vie. Et la conclusion, c'est que cette patiente, elle a pris la totale mesure de l'importance d'un bon état nutritionnel, puisque c'est elle qui est revenue vers nous pour demander un support nutritionnel et le garder au long cours. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Isabelle pour ta présentation très riche, très dense, mais qui aborde tous les points. Et vraiment, je pense que… Alors, une seule question, parce que je crois que Anne-Caroline a répondu à d'autres questions tout au long de la conversation. Non, il reste une question, je ne sais pas si concernant le cas de la gastrectomie totale, n'est-ce pas une contre-indication naso-jejunale?
Parce que ce que j'ai répondu, Isabelle, c'est que tu avais voulu simplifier en disant SNG, alors que oui, Oui, effectivement, pardon, oui. Ouais, c'est sonde nasogéjunale, évidemment, elle n'a plus d'estomac, désolée. Oui, c'est une sonde nasoduodénale, en fait. Hein. Voilà. Bon, je crois que c'est pour les autres questions, Anne-Caroline, tu as répondu dans le chat. C'est donc, je pense que l'ensemble. L'autre question, pardon, l'autre question, c'était une confusion entre le dumping syndrome et le SRI. Donc, C'est pas du tout pareil. Alors, le dumping syndrome, en fait, c'est une arrivée brutale d'une alimentation hyperosmotique dans le grêle qui va provoquer un appel d'eau, d'électrolytes et avec une libération inappropriée de peptides digestifs. Donc, ça n'a rien à voir. Le syndrome de renutrition inappropriée, c'est les conséquences d'une renutrition non adaptée et ça touche des ions comme le phosphore, le magnésium et le potassium. C'est tout à fait différent. Hein. Le dumping syndrome, ça se voit principalement dans la gastrectomie totale, donc dans les gastrectomies, quoi. Je sais pas en si chirurgie bariatrique. Oui, aussi, oui. Il y a d'autres questions, en particulier une question, faites-vous du tauroloc en systématique avec la NPE? Oui, alors ça, oui, je voulais en parler, mais je l'ai pas dit. Donc effectivement, pour éviter donc le risque infectieux, jusqu'à présent, il n'y avait pas de recommandation en mode préventif d'utiliser le tauroloc ou le tauroloc EP500 parce que les études n'ont pas démontré, alors que ça a été démontré lorsqu'il y a déjà eu une infection. Mais de plus en plus, la SFNCM a tendance à mettre le tauroloc en prévention. Donc maintenant, chaque patient qui sort en nutrition parentérale à domicile a du tauroloc prescrit en prévention. Alors, on revient un petit peu en arrière. Pourquoi ne pas mettre, alors pour le cas que tu as présenté, pourquoi ne pas mettre de jéjunostomie pour cette patiente? Alors, excuse-moi, on revient peut-être à ton cas présenté. Jéjunostomie d'emblée, non, parce qu'elle n'était pas dénutrie. Après, la jéjunostomie chirurgicale, c'est un geste un peu plus agressif qu'une JPE. La JPE perendoscopique, c'est fait en endoscopie. En plus, chez nous, le docteur arabe est le maître en la matière, donc ça se passe en général très bien. La différence avec la GPE, c'est que alors je ne suis pas médecin, mais je vous répète ce qu'ils nous disent, c'est que le jejunum et le duodénum est un peu plus amovible, ça bouge beaucoup plus. Donc c'est vrai que des fois, il peut y avoir des problèmes au niveau de la stomie qui devient plus irritée, mais globalement, la tolérance est très bonne de la jéjunostomie perendoscopique. C'est quand même un geste moins agressif, le geste dure 15 minutes. Voilà. Alors que la jéjunostomie chirurgicale, ça nécessite un bloc, une anesthésie, voilà, c'est autre chose. Merci pour ces précisions. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, merci Isabelle Bénard. Donc, c'est vrai que vous n'êtes pas présentée au démarrage là, sur un tour de table qui a été rapide. Donc, vous êtes au CHU de Nice. Oui, dans un service de cancérologie digestive depuis plusieurs années. Et voilà, donc j'ai le plaisir d'accompagner ces patients au long cours. Voilà. Merci infiniment. Et d'appliquer les conseils diététiques qui ont leur pleine place dans le traitement du cancer. Et nous, on a le plaisir de votre soutien au groupe expert nutrition coordonné par
professeur Schneider. Et donc, merci encore. Et je vais passer la parole, s'il n'y a pas d'autres questions, à Anne-Caroline Fleury, également diététicienne, clinicienne à Toulon, à l'IEMC. Si vous voulez dire quelques mots, hein, très volontiers, qui va nous présenter plusieurs cas cliniques, hein, situations cliniques autour d'un cancer ORL, cancer du poumon et puis quelques éléments également sur le sein. Merci infiniment et c'est à vous. Alors, moi, je vais déjà préciser que, contrairement à Isabelle, je ne suis pas hospitalière. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez mon écran déjà? Oui, tout à fait. Alors déjà, je précise par rapport à Isabelle que donc, je suis libérale, donc je n'ai pas des suivis de 15 ans sur les patients. Donc, ce sera des pastilles un peu plus courtes avec un peu moins de différents... Enfin, un suivi plus court en tout cas. Par contre, c'est déplaisant parce que moi, du coup, je ne vois plus personne. Donc, le premier cas, ça va être un cas clinique d'un cancer ORL. Donc, il s'agit de Madame F, qui a 65 ans, qui mesure 1m60, 62 kg, donc un IMC de 24,21 kg par mètre carré, à qui on diagnostique un cancer du voile du palais en octobre 2023. Donc, elle subit une opération, une chimio néoadjuvante, et elle perd 5 kg. Donc, on la retrouve, elle fait 57 kg, l'IMC à 22. Elle enchaîne ensuite sur 33 séances de radiothérapie jusqu'en février 2024. Et puis, moi, je ne la vois pas avant le mois de mai 2024 et elle fait 51 kg, donc un IMC à 19,92. Sa faim est préservée, elle arrive à avoir envie de manger, de se préparer à manger, mais par contre, elle a très très mal quand elle déglutit. Et elle me dit que ses glandes salivaires ont été endommagées et qu'elle souffre d'une hypocyalie majeure. Hypocyalie, absence de sécrétion salivaire. Donc ça peut vite être douloureux. Donc un petit point sur la prévalence de la dénutrition avant chirurgie carcinologique. Plusieurs localisations tumorales, tête et cou, ça fait partie des choses qui ont le plus de prévalence de dénutrition puisqu'on est à 24%. Œsophage, estomac, on l'a vu avec Isabelle, 27%, et toutes les autres sont un petit peu en dessous. Le facteur de risque, la perte de poids est un facteur indépendant de la mortalité ou de la complication post-opératoire, mais ça a néanmoins une grosse incidence, et indépendant de la prolongation de la durée de séjour. Par contre, il y a un surcoût hospitalier lié à la dénutrition, des complications majeures pour les patients, et parfois on est obligé d'arrêter les traitements. Donc, c'est un risque de perte de chance pour eux. Qu'est-ce qu'on peut proposer à cette patiente? Bon, je vous laisserai bien quelques minutes pour y réfléchir, mais je pense qu'en lisant son cas clinique, vous avez commencé à le faire. Donc déjà, on cherche à savoir si elle est dénutrie ou pas. Elle a ici une perte de poids de 10%, hein, puisqu'elle perd 6 kg sur les 57 qu'elle faisait au départ. Donc, avec un IMC qui n'est pas inférieur à 18,5, mais on a néanmoins un critère phénotypique. Dans les critères étiologiques, on a bien entendu la situation d'agression liée à son cancer. La réduction de la prise alimentaire à ce stade-là n'est pas encore suffisamment importante pour être dans les critères étiologiques. Néanmoins, on en a déjà un avec le cancer, donc ça sera suffisant pour poser le diagnostic. Pour l'albumine, je n'ai pas la notion, donc je ne peux pas vous préciser à ce stade-là si elle était sévère ou pas sévère. Donc, on va partir sur une dénutrition modérée. Toujours l'arbre décisionnel de la SFNCM, c'était anciennement SFNEP, mais il y a peu de modifications. Isabelle vous a montré une version plus à jour tout à l'heure. Grosso modo, on est sur la même chose. On a une perte de poids, le tube digestif est fonctionnel. Donc, on va continuer à lui proposer une alimentation orale, plus des compléments nutritionnels oraux. On va favoriser les lactés, parce qu'ils sont beaucoup plus riches, à la fois en calories et en protéines. Ce qu'on lui proposera aussi volontiers, c'est de mettre sous forme de spray de l'Equasial ou du Yalugel. Ça isole bien et ça remplace potentiellement
salive qu'elle n'a plus. Et ça lui permettra de manger avec beaucoup plus de confort. Notre objectif, c'est avant tout d'améliorer son confort. Donc, la radiothérapie qu'elle a subie a imposé plusieurs choses. Par rapport à ses apports oraux, on aurait pu décider d'emblée de lui mettre une nutrition entérale avec une sonde nasogastrique. Ça n'a pas été le choix de son médecin. Donc, à ce stade-là, on est juste sur de la nutrition améliorée, enfin de l'enrichissement et des conseils de fractionnement, bien entendu, et ou les CNO. La prévalence des symptômes au cours du traitement sont majoritairement des troubles du goût et de l'odorat, qui sont au diagnostic de 5 à 15% et qui vont jusqu'à 20% en situation palliative. Moi, je vois aussi pas mal de patients en situation palliative. Alors, j'ai une fenêtre qui me gêne, je ne sais pas si vous la voyez aussi. L'anorexie, elle est de 40 à 60% au stade du diagnostic et ça augmente avec les traitements pour atteindre 80%. Et la satiété précoce, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent chez les patients qui ont eu un cancer, c'est qu'elle est de 20% au diagnostic et elle va jusqu'à 70% en situation palliative. Les ingestats diminuent fortement. Donc, l'EVA des ingestats, c'est une réglette, ça s'appelle aussi un CEFI. Ça se présente de cette façon-là. Sur une face, vous avez une petite réglette avec « je mange comme avant » ou « je mange plus du tout ». Et sur l'autre face, une assiette pleine ou une assiette vide. Et ça permet de poser la question facilement aux patients, comment est-ce que vous mangez? Sur une échelle de 1 à 10, comment est-ce que vous mangez par rapport à avant la pathologie? Donc moi, quand je la vois, le poids est légèrement remonté, elle a repris une alimentation avec une texture normale, mais néanmoins, son évaluation des ingestats est à 7. Et quand on est égal ou inférieur à 7, il faut envisager de mettre des compléments nutritionnels oraux. Je la revois de nouveau en octobre. Entre-temps, je ne l'ai pas vue, hein. C'est ce qui se passe souvent en ville. On a du mal à voir les patients de façon très, très régulière. Donc, en octobre, elle me rappelle. Elle a de nouveau perdu 8 kilos et elle a une érosion sur la langue. Alors, elle me dit c'est un aphte, mais ça dure depuis le mois d'août quand même. Donc, elle s'inquiète un petit peu. Elle va voir son dentiste qui lui dit « Oh, il y a un petit truc qui gêne, on va essayer d'abraser. » Et elle me dit « Je ne suis pas sûre du tout que ce ne soit pas autre chose qu'une petite abrasion de la langue, je suis sûre que je fais une récidive. » Enfin bref, elle n'était pas très très bien et elle voyait son oncologue le lendemain. Donc moi, j'ai déjà commencé à lui dire, vous savez, si on doit à présent vous opérer de quelque chose sur la langue, comme vous avez l'air de le craindre, eh bien, il va peut-être falloir envisager de vous poser une sonde nasogastrique pour vous aider à vous alimenter. J'ai fait le choix de lui en parler précocement, parce qu'évidemment, là, aujourd'hui, c'était pas l'objectif, mais je préférais commencer à anticiper, lui dire peut-être que ce sera indispensable, et pas la mettre un jour devant le fait accompli en lui disant « Alors, demain, on vous met une sonde parce que on n'a plus le choix, vous n'arrivez plus à manger ». Je pense que plus on arrive à anticiper cette décision de mettre une sonde, et Isabelle l'a dit, et mieux ça se passe, et plus on arrive à lever les objections, même si ça prend 1 ou 2 consultations, on prend le temps d'expliquer pourquoi c'est mieux. Sachant que si elle doit subir de nouveau une intervention et ou des traitements, l'hypocyalie va s'aggraver, et puis elle risque en plus d'avoir des problèmes d'obstruction des voies digestives qui vont encore majorer ses problèmes de prise alimentaire. Et son EVA va encore diminuer, avec une dysphagie majeure. Actuellement, on est donc, les GN, c'est des choses qu'on a déjà évoquées tout à l'heure, Isabelle l'a fait. On catégorise les patients en GN1, 2, 3 ou 4 en fonction de plusieurs critères. Les GN1, GN2, c'est des patients qui ne sont pas dénutris avant l'intervention et ou le traitement, mais souvent l'intervention. Et GN3, GN4, c'est des patients qui sont déjà dénutris avec 2 types de chirurgie. Sans risque élevé de morbidité. Isabelle a évoqué tout à l'heure le fait que le cancer du sein, par exemple, ne fait pas partie des opérations
au risque de morbide. Et par contre, tout ce qui est système digestif et ou voie aérodigestive supérieure, on est sur de la chirurgie à risque élevé de morbidité. Donc, on sera sur des GN3 ou GN4 et la prise en charge est différente. Alors ça, c'est, pardon, à droite, vous avez tout ce que peut engendrer le fait d'être dans un statut de dénutrition. Ça peut amener les oncologues à diminuer ou à réduire les doses, donc rendre le traitement moins efficace. Bien sûr, c'est susceptible de perte de chance et donc de surmorbidité, mortalité. Les toxicités vont être augmentées quand on est dénutri, on supporte beaucoup moins les traitements, les effets secondaires sont majorés et la qualité de vie est très nettement altérée. Éventuellement, il y a des prolongations de la durée de séjour et des surcoûts, mais ça, moi, de mon côté, je préfère me concentrer sur le confort des patients et leur qualité de vie, c'est ce qui m'importe le plus. Alors, les facteurs de risque liés aux patients. Des risques supérieurs de dénutrition. Donc là, on a une patiente qui n'est pas dans la catégorie âge supérieur à 70 ans, néanmoins, elle a un cancer. On n'a pas de sepsis, mais on a une pathologie chronique. On va avoir une chirurgie qui fait partie des choses à morbidité élevée. Et on a une dysphagie déjà de base et une hypocialie, donc qui vont entraver son alimentation future. On lui propose dès à présent de modifier la texture de son alimentation, de passer sur des choses mixées et enrichies qui vont permettre, dans un faible volume, de pouvoir couvrir ses besoins. Donc, évoquer la nutrition artificielle dès à présent, même si malheureusement le lendemain, elle a vu son oncologue qui lui a confirmé qu'elle allait bien devoir subir une chirurgie et des traitements parce que, en effet, la lésion qu'elle avait sur la langue était bel et bien un futur cancer après biopsie. Et quand elle lui a dit, la diététicienne m'a parlé de poser une sonde, etc., il lui a dit, on n'en est pas là. Je trouve ça très dommage de ne pas l'anticiper un peu plus et de laisser la patiente se dire qu'on verra plus tard. Ça, ce sont des conseils diététiques que j'ai empruntés à l'Institut Gustave Roussy parce qu'ils font ça très très bien. Donc vous les verrez quand vous aurez mes slides, parce que là c'est très peu lisible je pense, mais bon c'est toujours à base de textures modifiées, de choses qui ne soient pas ni trop acides, ni trop épicées, ni trop chaudes, ni trop froides. Manger dans des contenants qui ne donnent pas de goût, on évite si possible les couverts métalliques quand on a déjà un goût métallique dans la bouche. Enfin, plein de petites choses comme ça qui améliorent grandement la qualité de vie des patients. Donc, je vais vous laisser poser les questions sur ce cancer des voies aérodigestives supérieures avant de passer à la suite, peut-être. Oui, ou éventuellement, on peut aussi enchaîner sur l'autre et peut-être, s'il n'y a pas de questions, enchaîner sur ton autre présentation. Mais voilà, on est à Je sais pas s'il y a l'écoute pas de des questions dans le chat. Moi, je les vois plus du coup, parce que tout à l'heure, Oui, pendant oui, Isabelle, non, je mais pouvais, t'inquiète, là, voilà. Il n'y a pas de questions, mais je vois une main levée. Madame Caillère, je vous propose de poser votre question. Madame Florence Caillère, si vous avez une question, la poser dans le chat, s'il vous plaît, parce que votre main est levée. Peut-être est-ce une erreur, je ne sais pas, mais voilà. Si vous pouvez poser votre question dans le forum de discussion prévu, c'est parfait. Sinon, oui, je vous propose de passer à la présentation suivante. non, question posée ou pas posée? Non, il n'y a pas de question. C'était très clair. Ok, donc, cas différent, on est sur un cas clinique de cancer du poumon. Donc, monsieur H, 83 ans, 1m75, 72 kg avant la maladie. À présent, il fait 65 kg. Donc, on est 2 mois après et on lui a diagnostiqué un cancer du poumon. Donc, il souffre d'une dyspnée, bien entendu, et son opération est prévue dans 1 mois.
En cancer du poumon, alors je ne sais pas si les recommandations sont vraiment tout à fait établies sur le sujet, mais en tout cas, sur Toulon, on a des équipes qui font de la préhabilitation avant chirurgie et essentiellement en cancer du poumon. Donc ça présente 3 volets: la nutrition, bien entendu, de l'activité physique adaptée, notamment pour contribuer à avoir une meilleure respiration et une amélioration de la capacité respiratoire, et un psychologue parce que, bien entendu, c'est une opération compliquée, à risque, et donc on commence toute cette prise en charge de préhabilitation 3 à 4 semaines avant la chirurgie pour commencer à avoir suffisamment d'effets. Et l'objectif est une reprise de poids concernant ce patient qui en a perdu beaucoup, puisqu'il a perdu 7 kilos. Donc là encore, on est à 10% de perte de poids et en 2 mois, donc c'est assez important. On va être sur une dénutrition sévère. Une autre forme de tableau qui, là encore, insiste sur la prévalence de la dénutrition dans les différentes pathologies. On n'a pas les mêmes chiffres parce que ça n'a pas été fait exactement au même moment. Mais en tout cas, vous voyez que le poumon, c'est quelque chose qui a une prévalence de la dénutrition déjà de 30 à 40%, ce qui est non négligeable. Et là, on nous donne les ORL, les cancers ORL, donc le cas précédent, de 50 à 70%. On se rend bien compte on est sur des choses importantes en termes de dénutrition. Et là encore, on voit que le sein, par contre, et la prostate sont des cancers qui ont un risque nutritionnel moins important. Alors là, c'est la notion de fragilité des patients qui sont fragiles avant une intervention ou un traitement. Eh bien, ils vont avoir beaucoup plus de risques de faire des complications, ils vont avoir beaucoup plus de mortalité à l'hôpital ou au retour à la maison, et des complications médicales. En règle générale, il y a une mauvaise cicatrisation, il y a une fatigue accrue. Tout à l'heure, le docteur Dréan nous a parlé asthénie, anorexie, amaigrissement, le 3A et triple A. Là, on va être sur ce type de problème aussi sur les patients qui souffrent d'une fragilité. Donc là, c'est un modèle de préhabilitation avec une phase préopératoire et une phase post-op. Et on voit que si on arrive à améliorer le statut nutritionnel avant l'opération, est-ce que je peux faire avec... oui, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais on va dire que oui. Au moment de la chirurgie, on parvient à maintenir un statut nutritionnel et une qualité de vie nettement supérieure. Là encore, les intérêts de la préhabilitation avant chirurgie, couplés avec ce qu'on appelle la réhabilitation rapide après chirurgie, ou la RAC, en international, ça s'appelle ERAS, mais en même temps qu'on fait de la préhabilitation, on améliore le statut des patients avant et on fait en sorte que la chirurgie soit moins problématique en faisant un jeûne limité, en donnant des produits qui permettent de ne pas avoir d'hypoglycémie juste après l'opération, et toutes sortes de choses qui font que les patients se relèvent mieux de leur chirurgie. On améliore aussi l'analgésie pour faire en sorte d'avoir moins de nausées après, et on reprend l'activité physique le plus tôt possible. Donc c'est un principe de prise en charge, hein, c'est multimodal, il y a à la fois plusieurs professionnels de santé qui sont autour du patient, et la nutrition en fait partie essentiellement. Donc conseil diététique individualisé, optimisation des apports protéiques et caloriques, avec une nutrition entérale précoce quand c'est nécessaire. Et la préhabilitation a pour but de prévenir ou limiter la sarcopénie. Sarcopénie, on l'avait vu la dernière fois, hein, mais ça concerne à la fois la fonction musculaire et la masse musculaire. On maintient la masse musculaire en faisant de l'APA, mais aussi la fonction musculaire qu'on va tester avec des hand grips et autres objets de ce genre. Donc, on l'a vu, ça s'articule autour de la RAC en pré et en post-op. Toujours pas de questions?
Toujours pas de questions pour le moment. J'ai lancé un petit rappel dans le forum de discussion. N'hésitez pas vraiment à poser vos questions. Ouais, parce que pour nous, c'est pas très, très, pas très fun de pas interagir du tout, mais bon, tant pis. Donc le dernier cas, parce que en fait, quand vous aviez fait le module 1, on vous avait posé des questions sur ce que vous attendiez du module 2 en termes de cas. Et du coup, il y avait quelques demandes sur le cancer du sein. Alors, on avait initialement fait le choix de ne pas parler du cancer du sein parce qu'il y a peu de risques nutritionnels associés. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de patientes, en termes de nombre, qui viennent nous voir parce qu'elles ont la peur de prendre du poids avec l'hormonothérapie. Et en effet, aussi bien la chimiothérapie qui est pratiquée sur certains cancers du sein, avec l'adjonction de corticoïdes notamment, font qu'il y a une prise de poids déjà pendant les traitements de chimio, quand il y en a une, et ensuite, éventuellement, on a une prise de poids quand on instaure l'hormonothérapie, donc en post-traitement. C'est le cas de Madame R qui a eu un cancer, qui faisait 82 kg, 1,57 m avant son diagnostic, enfin qui faisait 75 kg, qui a fait enfin bref, pardon. Elle faisait 82 kg le jour où je l'ai vue et 75 avant le diagnostic. Donc elle a commencé à prendre du poids. Au mois de mai, elle a une masse qui a été perçue à l'échographie, mammographie, on lui a fait une biopsie. Et au mois de juin, une tumorectomie avec le diagnostic de cancer du sein de grade 3 de type HER2 à confirmer. Elle subit une chimiothérapie de juin à novembre qui contribue d'une partie de sa prise de poids, ensuite une radiothérapie de décembre au 9 janvier, et elle enchaîne sur une hormonothérapie qui elle est prévue sur 10 ans. 10 ans, c'est lié au statut de son cancer HER2, sinon en général c'est 5 ans. Elle consulte pour un souhait de perte de poids. Alors ce qu'il faut savoir, donc on le redit, le cancer du sein est à faible risque de dénutrition, néanmoins on s'en occupe quand même de sa demande de perte de poids. On doit, nous, en tant que diététicienne, lui expliquer néanmoins que la prise de poids, oui, elle est liée au traitement, mais il y a aussi une partie qui est liée au fait que quand on sort d'un cancer, quel qu'il soit, qu'on arrive à aller un peu mieux, on compense légèrement au niveau de l'alimentation. Ça arrive assez souvent en cancer du sein, donc il faut aussi orienter les patientes vers un psychologue pour essayer d'évacuer toutes ces choses-là pour une prise en charge plus globale. Je rappelle ici qu'il y a un parcours global post-cancer qui est mis en place, qui est financé par l'ARS et que je vous encourage à rejoindre quand vous serez oncodiète parce qu'on manque de professionnels pour prendre en charge tous ces patients qui en ont besoin. Donc, prise en charge en réhabilitation comprenant un conseil diététique personnalisé, bien entendu. On recommande aux patientes de ne pas prendre de poids, en même temps on leur donne un traitement qui leur fait prendre du poids, donc c'est très difficile à vivre pour elles. Ça les inquiète parce qu'on leur dit la prise de poids est un risque de récidive. Donc c'est très compliqué pour elles et c'est aussi pour ça qu'elles ont besoin d'aller consulter un psychologue éventuellement pour essayer de s'adapter à tout ça. Augmenter l'activité physique quand c'est possible. L'indice de masse corporelle élevé, c'est ce que je disais à l'instant, c'est qu'on leur dit que ça augmente le risque de récidive et c'est associé à un mauvais pronostic donc, sur le long terme. Donc, on essaye de leur conseiller de maîtriser cette prise de poids. Là encore, on a des pourcentages, 27% de femmes qui prennent du poids pendant les traitements, donc 30%, grosso modo 1 sur 3. Donc ce n'est pas la totalité non plus, hein. Il ne faut pas leur dire que c'est systématique, dès qu'on prend une hormonothérapie, on prend du poids, ce n'est pas toujours vrai. On accompagne, on encadre et on cajole un peu parce qu'elles en ont besoin. En cancer du sein, on va aussi se méfier des aliments qui sont riches en phytoestrogènes parce que le cancer du sein, comme le cancer de la prostate, sont des cancers
hormonodépendants. Donc les recommandations, c'est qu'il faut limiter les phytoœstrogènes, pas plus de 1 mg par kilo et par jour, parce que ça provoque des risques supplémentaires. Le problème qu'on a dans le soja, puisque c'est à peu près ce qui contient le plus de phytoœstrogènes, le problème c'est que les produits que vous pouvez consommer ne contiennent jamais n'indiquent jamais la quantité de phytoœstrogènes qui sont contenus. On essaye donc de conseiller de ne pas consommer plus d'un, voire 2 produits contenant du soja par jour. Et on va compter là-dedans les yaourts au lait de soja, mais les patients qui consomment des yaourts au lait de soja consomment aussi des fois de la crème au lait de soja pour cuisiner, parfois du lait de soja en remplacement du lait de vache, éventuellement du tofu, etc. Et tout ça, ça s'accumule et on n'arrive pas à savoir quelle quantité de phytoestrogène on consomme. Donc, le principe de précaution veut qu'on demande aux patients de ne pas consommer plus de 2 portions ou 2 produits contenant des phytoestrogènes. Pas de compléments alimentaires, bon, on reviendra là-dessus, mais les compléments alimentaires sont plus dangereux que bénéfiques en cancérologie, donc on recommande de ne pas en prendre. Par contre, les haricots mongo, ou ce qu'on appelle vulgairement les pousses de soja, telles que vous les voyez à droite, ne contiennent pas de phytoestrogènes. C'est des pousses de haricots mongo, ça s'appelle des pousses de soja, mais c'est impropre comme appellation. Ce n'est pas du soja, ça ne contient pas de phytoestrogènes, donc ça n'est pas concerné. Je le disais, les compléments alimentaires, il n'y a pas de données qui permettent de nous dire que ça fait du bien dans le cadre du cancer. Déjà pas trop dans le cadre des gens en bonne santé, mais encore moins en cas de cancer. On recommande toujours aux patients de prévenir leur médecin qu'ils prennent des compléments alimentaires, pour ceux qui le font quand même, afin que le médecin puisse leur conseiller ou pas de prendre ces produits. Et donc, il faut toujours expliquer l'ensemble des produits que vous prenez, même les trucs banals que vous achetez en pharmacie. Il faudra creuser ça. En général, nous, en tant que diète, on a un peu plus de temps que l'oncologue, donc n'hésitez pas à poser la question à vos patients. Est-ce que vous prenez des compléments alimentaires? Est-ce que vous prenez des gélules de curcuma? Est-ce que vous prenez ci ou ça? C'est hyper important de prendre le temps de poser ces questions-là et d'expliquer que ça n'a pas d'intérêt, pas de données actuelles. Ça peut changer, mais aujourd'hui, il n'y a rien qui prouve que ce soit intéressant de le faire. On rappelle là encore la brochure qui est très très bien faite du NACRE. Il y en a une grosse de 290 pages et il y a aussi une version en plusieurs pages que vous pouvez vous procurer pour la montrer à vos patients. Aucun bénéfice démontré du jeûne et des régimes de restriction glucido-calorique pour limiter la toxicité ou augmenter l'efficacité des traitements anticancéreux. Ça, c'est aujourd'hui. Ça peut encore évoluer. Il y a des études qui se font. Aujourd'hui, pas de jeûne, pas d'amélioration sur les traitements, pas d'amélioration de la tolérance de la chimiothérapie si on jeûne 3 jours avant. Et en général, le cancer a tendance à mieux s'adapter que les autres cellules de votre corps ou de leur corps, pardon, que le cerveau ou les globules rouges à la privation de calories. Donc, il va manger autre chose et il va se nourrir essentiellement des muscles parce que c'est plus facile. Donc, on va aggraver la dénutrition et la dénutrition sera nettement plus à risque de s'aggraver. Et pour conclure, les recommandations de prévention, puisque la prévention, c'est la base. Il y a prévention primaire, secondaire et prévention de la récidive. Et c'est des images que vous connaissez. Là encore, c'est NACRE qui nous fournit ce document qui reprend à peu près tout ce que j'ai dit. Maintenir un poids, être actif physiquement, avoir une alimentation riche en céréales complètes, légumes secs, fruits et légumes. Limiter les fast-foods, limiter la consommation de charcuterie à 150 grammes par semaine et de viande rouge à 500 grammes par semaine. Limiter les consommations de boissons sucrées, l'alcool. Bon, personne ne peut dire que je n'étais pas au courant. Pas de compléments alimentaires pour la prévention des cancers et pour la prévention des effets secondaires non plus. Allaiter son enfant si possible et après un diagnostic, suivre ses recommandations pour éviter les récidives.
Je vous remercie et j'en ai terminé. Merci Anne-Caroline, merci beaucoup pour ces présentations multiples et très intéressantes. D'ailleurs, tu es remerciée dans le chat également, tout comme Isabelle ou Alexandre. Alors par contre, il y a une question. Alors je vais te la lire d'une orthophoniste. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que finalement, ça soulève la question de la coordination entre, je dirais, les professionnels de santé. Et merci pour cette question. Et c'est vrai que ça a pu être l'occasion aussi d'aborder cette problématique-là. Mais c'est vrai que ce webinaire est avancé et avec soit des diététiciens, soit des médecins, soit des orthophonistes. Mais c'est vrai que lors du module 1, c'était des intervenants plus larges et c'est vrai qu'on a parlé de coordination, mais là, c'est bien de l'aborder. Alors, la question posée de Florence Carrère-André, qui est orthophoniste, est la suivante. Elle se demande si dans le cadre du cancer ORL, il y a eu en parallèle du suivi diététique un suivi, enfin, ou en tout cas un bilan orthophoniste des fonctions de la déglutition et un échange un échange entre professionnels pour trouver les bonnes textures, les compléments nutritionnels adaptés en termes de texture. Même avec, et je le lis, un cancer lingual, le bilan et la prise en charge orthophonique permet parfois d'éviter la pose de sondes en accord avec l'équipe médicale. Donc, à vous d'y répondre et peut-être, je ne sais pas si Isabelle veut aussi compléter, mais en tout cas, c'est pour le cancer ORL. Anne-Caroline, qu'est-ce que tu peux répondre à cette question de Florence Carrère-André? Alors, oui, effectivement, moi, j'ai proposé à la patiente de se rapprocher d'une orthophoniste. Moi, en tant que diète, je ne peux pas prescrire de prise en charge ni à proprement parler orienter. Éviter la pose de sonde, ça va dépendre grandement quand même de l'opération et du suivi pour la patiente. Ça, je ne peux pas dire à l'avance si ça aurait été bénéfique pour cette patiente-là, qui n'a encore pas subi son opération de la langue d'ailleurs. Mais oui, bien sûr, l'orthophonie a sa place dans la rééducation de toute façon après chirurgie, ça c'est une certitude et je le confirme. Mais en préalable, je réponds à la question, il n'y a pas eu de consultation orthophonique avant. Je pense que, alors je crois qu'il n'y a pas d'autres questions, c'est vrai que... Il vient d'en avoir une. On a une question. Pourriez-vous rappeler comment rejoindre les organisations de parcours global post-traitement du cancer? Alors, ou toi ou moi, comme tu veux, mais vas-y Anne-Caroline, puisque tu es... Bon, alors moi je peux te dire, ce que je peux vous dire, c'est d'aller sur... Alors, est-ce que le site de la SFNCM fonctionne pour ça? Alors, lui, il fonctionne, j'ai Pas du tout. l'impression. Je crois que le site, Parce que c'est bien sinon, parce sur que tu me votre fais... site, parce que sinon, vous avez... Enfin, il y a des QR codes, tu peux peut-être le remettre, Isabelle, mais Oui. il y a des QR codes qui permettent de trouver toutes les structures porteuses de ce parcours-là pour l'ARS, localement, en fonction de toutes les... Enfin, c'est géographique, vous mettez... je cherche une structure à côté de chez moi. Alors, je ne sais pas où se trouve Imène Vrigno, mais bon, si besoin, je peux... Voilà, parfait. Alors, je viens de mettre dans le chat le lien vers notre site en Copaca Corse. Alors, du coup, Vous faites la Copaca rubrique. Corse pour Paris, ça ne va pas marcher. Non, mais je pense que quand même, la personne trouvera en tout cas des éléments et puis on Parce a qu'il me dit qu'il n'a généralement des pas... rubriques qui sont très larges. En tout cas, ça rappellera un petit peu, je dirais, le dispositif dans son ensemble et ensuite, je pense qu'elle arrivera à trouver sans aucun problème. Alors, on a encore Virginie a envoyé donc, alors, le lien vers le réseau Oncodiète. Alors, je sais qu'il y a quelques soucis avec le site. L'annuaire n'est pas accessible en tout cas pour Oncodiète. Mais peut-être que celui-ci fonctionne. Mais Oui, mais alors, s'agissant la question était de dire il fonctionne. comment se rapprocher des structures. Donc, les diététiciennes vont pouvoir être en codiète et ensuite se raccrocher à une structure pour dispenser, entre guillemets, le parcours global post-cancer. Je ne connais pas la profession d'Imen, mais du coup, si sa question était de trouver une structure pour s'en rapprocher, ça ne va pas être sur le réseau Oncodiète.
Ça va être Ça sur le sera, lien ça sera effectivement Onco chaque, Île-de-France, Oncorif d'ailleurs. voilà, chaque ARS qui valorise ce dispositif. Donc, vous pouvez aller, je pense, sur les sites de l'ARS, ce que fait l'ARS PACA et l'ARS Corse. Donc, mais merci. Mais vous C'est ça. pouvez, par contre, effectivement, aller vers notre site puisque nous avons édité des outils qui ont d'ailleurs été repris par quelques autres réseaux de cancérologie et qui peuvent peut-être également vous aider. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, autre question. Pas d'autres questions. Alors, à nouveau, un grand merci à vous tous. Je crois que le professeur Schneider est encore avec nous. Moi, je vais passer Oui, parce qu'il a mis un par petit la mot. partie concernant les ressources, puisque chacun d'entre vous avait effectivement évoqué, alors que ce soit pour la SFNCM ou pour la nutrition clinique, de toute façon, vous avez, je pense que peut-être vous êtes adhérent et puis vous connaissez parfaitement ce site. Également, tu as mentionné, Anne-Caroline, le raisonnable, dans lequel il y a effectivement là également des éléments importants. Je crois d'ailleurs que dans quelques mi-décembre, il y a une formation sur la prévention cancer. Donc là aussi, vous pouvez peut-être vous tourner vers vous. Je l'avais mentionné, mais peut-être pas suffisamment de façon visuelle, l'AFSOS, avec certains référentiels de parcours. D'ailleurs, je crois qu'il y a deux référentiels sur les cancers VADS qui peuvent être aussi des ressources pour vous, également pour les problématiques de repérage de la dénutrition. Et bien entendu, et la Bible de l'Institut national du cancer sur l'impact des facteurs nutritionnels pendant et après le cancer. Et puis, j'ai remis le lien vers Oncodiète. Mais je crois que Virginie nous l'a envoyé et c'est vrai que ça fonctionne. Donc, vous avez tous les éléments. Donc, ça, c'était quelques ressources nationales que vous connaissez très certainement. Je reviens sur nos ressources qui ont été réalisées dans le cadre du groupe expert régional Oncopaca Corse, Nutrition et Cancer, qui est coordonné par le professeur Schneider. Et j'en profite pour le remercier. Depuis 2018, on a effectivement, avec Isabelle Bénard, Anne-Caroline Fleury et puis d'autres experts, il y a même un chercheur avec nous, on a élaboré différents outils. Des outils alors de base, puisque en fait, on a travaillé sur différentes phases, le repérage de la dénutrition, et je peux vous envoyer dans le chat les liens pour que vous puissiez les retrouver facilement. On en a parlé pendant les présentations, donc je ne vais pas rentrer dans ces outils-là. Également, dénutrition et nutrition artificielle avec l'aspect de la nutrition entérale et parentérale. Également, un outil sur le syndrome. Alors là, c'est la suite, puisque en fait, cette brochure-là est sur 4 pages, puisqu'elle est suffisamment dense et important. Donc, c'est un flyer sur 4 pages. Le flyer sur le syndrome de renutrition inappropriée, CRI, qui très simple et remarquable. On a eu beaucoup de remontées positives sur cet outil. Il est à disposition également sur le site Oncopaca Corse. Et puis, alors Isabelle, si tu veux peut-être en dire un mot, parce que je pense, et encore une fois, vous connaissez, vous avez sans doute des liens vers l'ensemble des outils utiles pour votre pratique, mais je crois qu'en tout cas, celui-là, qui a reçu d'ailleurs le label de la SFNCM, est vraiment un outil que nous réactualisons, enfin qu'Isabelle plutôt réactualise, Isabelle Benna, le plus souvent possible sur les compléments nutritionnels oraux. Isabelle, peut-être tu peux en dire un mot? Oui, ben ce document a été créé au départ pour les pharmaciens. Et puis nous, les diététiciens, je pense qu'on peut l'utiliser, y compris les médecins, parce que sur le terrain, ce dont je me rends compte, c'est que les pharmacies ont prescrit des compléments nutritionnels et on a tendance à remplacer des compléments par d'autres qui ne sont pas équivalents en termes de protéines ou de calories.
Nous, on essaye de prescrire des compléments en fonction des ingestats. Donc, il manque tant de calories, il faut tant de calories. Donc, on va proposer des compléments adaptés à l'apport protéino-énergétique et puis aussi au goût des patients. Et lorsqu'ils se présentent en pharmacie, on leur dit, non, finalement, on a ça, peut-être que ça va être mieux. Bon, d'un côté, quand on n'a pas la possibilité de faire goûter les produits, ça peut être une solution, mais quand le patient connaît le produit et qu'il le prend bien, enfin voilà. Donc l'idée, c'était de proposer des équivalences en protéines et en calories pour que les pharmacies puissent remplacer de façon judicieuse la prescription de base. Voilà, je ne sais pas si j'ai été très claire. Tu as été très claire, merci Donc infiniment. l'ensemble des compléments nutritionnels sur le marché, donc ça évolue. Donc là, j'ai appris qu'il y avait des produits qui ont disparu ou qui vont disparaître, donc on va le remettre à jour. Et côté Verso, donc il y a des équivalences de produits avec un apport en protéines et caloriques adapté à la prescription. Voilà. Alors merci. On a eu beaucoup de questions là précédemment sur le site internet. Nous avons changé de site internet. Il y avait deux sites, le site Oncopaca Corse et celui Pro Info Cancer. Et nous avons regroupé ces deux sites sur un seul site. Donc certains d'entre vous ont des caches certainement lorsqu'ils vont chercher les informations. Si vous avez n'importe quel problème, vous venez vers nous. Mais l'ensemble de ces outils sont en ligne et disponibles. Et sinon, je ne les présenterai pas et vous pouvez les télécharger, bien entendu. Alors, j'ai également remis tous les outils du parcours post-traitement du cancer, puisque le groupe Nutrition et Cancer avait travaillé sur la prise en charge en triptyque, bien avant que le dispositif soit voté et déployé en France. Donc, on avait travaillé avec un groupe expert dans le cadre du groupe Nutrition et Cancer. Et ça rejoint un peu ce que tu disais, Anne-Caroline, sur l'importance de pouvoir orienter le patient vers une prise en charge psychologique ou à pas activité physique adaptée, en particulier dans le cadre de surpoids. Donc, c'est vrai que ces outils-là peuvent être aussi une aide à la pratique pour l'ensemble des professionnels. Et puis, une excellente fiche sur cancer et soins palliatifs. Il y avait eu des questions des participants à l'inscription. On ne l'a pas retenue, c'est une fiche qui est d'actualité, mais qui risque d'être rediscutée dans le cadre du groupe soins palliatifs, du groupe régional soins palliatifs, qui est coordonné par le professeur Salas et également Philippe de Bourdeau, Anne Fogliarini et conduit ici au DSRC par Aude Leblé, qui est chef de projet parcours coordonné. Donc là également, si vous avez des questions, vous venez vers nous et puis on vous oriente. Et puis, côté patient, alors j'en ai pas mis beaucoup, la fiche qui s'affiche sur les fake news qui avait été d'ailleurs labellisée par NACRE. On a d'autres outils qui avaient été réalisés par les patients, mais c'est vrai pour les patients, mais c'est vrai que Isabelle, tu as mis le petit flyer, enfin le document sur les propositions de repas enrichis. On va peut-être refaire quelque chose, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'éléments et vous nous avez proposé des ressources et je pense que c'est important. Une dernière information, une avant-dernière information, donc le module 2 est en train de se clôturer, de se terminer, mais je ne veux pas terminer sans juste vous donner une information, et je l'avais dit en avant-première, il va y avoir en fait une formation en présentiel le 25 mars 2025 sur les travaux séquelles et cancers qui ont été réalisés depuis 2 ans. Il y aura une formation qui sera en présentiel. Les places seront très limitées, une 50aine de places qui donneront lieu à la présentation des outils qui ont été réalisés, c'est-à-dire des fiches de repérage des séquelles, mais également des fiches d'information et des logigrammes sur 6 thématiques qui sont la douleur, la nutrition, les troubles cognitifs, les troubles sexuels et l'estime de soi. Et donc, il y aura un focus nutrition. Nous vous tiendrons informés de ce nouveau, de cette nouvelle formation en présentiel. Et puis, une dernière dia, Milena, je ne sais pas si tu veux peut-être… Moi, j'invite tous les participants à scanner le QR code pour évaluer votre satisfaction et pour nous proposer une piste d'amélioration pour nos webinaires. On en fait
assez souvent et on n'est jamais à court d'amélioration. Donc, merci de répondre à cette petite évaluation. C'est pas très long. Voilà. Vous avez juste à flasher et ça vous renvoie sur le formulaire de questionnaire de satisfaction. Et je vous remercie pour votre participation. Merci à tous et merci aux intervenantes et aux intervenants. Pardon. Merci. Merci, merci. Alors, professeur Schneider, vous êtes peut-être en ligne et peut-être en tant que, je dirais, président et coordonnateur du groupe Nutrition et Cancer, c'est vous qui avez le mot de la fin. Et encore une fois, je remercie tout le monde. Alexandre, docteur Dréan, mais je crois qu'il est en consultation. Merci Isabelle, merci Anne-Caroline. Et je laisse la parole au professeur Schneider. Merci Isabelle. Écoutez, il n'y a pas grand-chose à rajouter, hein. Je pense qu'on a eu droit à 3 intervenants brillants. Je pense qu'il y a des messages forts qui sont passés. Pour la prise en charge, c'est ça, parce qu'en fait, on espère toujours que ce qui est dit permet d'apprendre et potentiellement de modifier sa prise en charge ou de conforter dans la prise en charge qu'on fait, ou alors d'indiquer des mauvaises pistes. Ce qui est clair aussi, c'est que par la partie outils, vous vous rendez compte qu'il y a plein de formations. Et au passage, la formation NACRE sur la prévention, en fait, a lieu le dernier jour des journées francophones de nutrition à Strasbourg. C'est, je crois, une inscription à part, puisque c'est dans le cadre du DPC. Et en fait, vous avez vu, donc aussi bien au niveau des structures, que ce soit l'INCA, que ce soit NACRE qui travaille avec l'INCA, que ce soit la SFNCM, que ce soit l'AFSOS, on a beaucoup de sociétés qui travaillent et qui organisent des formations sur le sujet, beaucoup de documents, mais sans nul doute, le meilleur site, c'est le site d'Oncovaca Corse, parce que Isabelle vous a présenté tous ces outils disponibles et téléchargeables, évidemment gratuitement. Et je voudrais finir en remerciant Isabelle Récoréard, qui depuis des années est la cheville ouvrière de ce groupe, qui vient nous rechercher, nous stimuler, qui anime avec son équipe de manière magnifique ce groupe. Et voilà ce que j'avais à vous dire. Alors, merci Stéphane, mais en fait, ce groupe et ces outils ne pourraient pas se faire sans votre expertise, et c'est ce qui a été le cas également pour les séquelles. Donc, en tout cas, mille merci à vous tous, et nous sommes à votre écoute par le chat ou éventuellement par mail. Vous avez nos mails, et on est là pour répondre, et aussi, éventuellement, si vous répondez, et je l'espère, surtout au questionnaire d'évaluation, peut-être nous proposer d'autres thèmes, et on sera là peut-être pour vous les proposer à notre tour. Bonne journée à tous. Merci. Merci infiniment. Merci.